Bonjour et bienvenue dans ce live organisé par Acadomia et destiné à vous, professionnels de l'éducation et en particulier aux enseignants. Je suis Marie Rechvarg, directrice du développement institutionnel d'Acadomia. Et aujourd'hui, on va parler avec mon invité des enfants porteurs de troubles des apprentissages et en particulier des enfants dyslexiques et ou avec un trouble de l'attention. Alors, parmi vous, il y a a priori des professionnels de l'éducation qui viennent d'un peu tous les horizons, différents niveaux scolaires, professeurs avec Acadomia ou pas, chefs d'établissement, et il y a peut-être même des parents qui se sont glissés dans le public à un autre titre, et parce que le sujet les intéresse. Donc, si vous voulez, dans l'onglet Conversation qui se trouve en haut à gauche dans votre Teams, si vous êtes sur ordinateur, vous pouvez nous indiquer quel est votre métier et si vous venez à ce live en tant que parent, écrivez parent pour qu'on soit au courant. Si c'est la première fois que vous assistez à un live Acadomia, on est vraiment là pour vous donner des conseils très concrets et applicables directement dans votre quotidien, notamment d'enseignant. Donc n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions dans ce même onglet Conversation. Donc, je vais tout d'abord vous présenter mon invité, Hervé Glazel, que j'ai le plaisir d'accueillir pour une deuxième fois dans un live Acadomia sur le sujet des troubles des apprentissages. Donc, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Marie. Donc, vous êtes le fondateur et président du CEREN, qui est un acteur de référence dans le domaine de l'accompagnement des enfants porteurs de troubles des apprentissages, puisque le CEREN, c'est à la fois des écoles et collèges pour enfants 10 et aussi un centre de diagnostic, de bilan pour ces enfants. Donc merci encore d'être là avec nous. Je vais peut-être commencer pour lancer le sujet par partager quelques chiffres sur le sujet dont on parle aujourd'hui. Donc, les troubles de l'attention, les troubles pardon, des apprentissages en France, c'est de plus en plus d'élèves concernés. En France, il y aurait 7 à 10 d'enfants qui présentent des troubles 10, dont le plus fréquent est la dyslexie, avec 4 à 5 d'enfants concernés par classe d'âge. Et en ce qui concerne les troubles déficit de l'attention, c'est 3 à 6 des élèves, des enfants. Donc finalement, où que vous exerciez, et on me dit que je vois sur le retour qu'il y a une majorité d'enseignants dans le public, vous êtes très vraisemblablement concernés par le sujet. Si vous enseignez dans une classe, il y a probablement au moins un élève concerné dans votre classe. Donc peut-être pour commencer, Hervé, est-ce que vous pouvez nous définir ce que sont les troubles des apprentissages en général, dont font partie donc la dyslexie et le trouble de l'attention? Oui, aujourd'hui, on est capable de bien expliquer ces troubles des apprentissages. Les troubles des apprentissages sont une difficulté particulière à traiter un certain type d'information par le cerveau. Si je donne l'exemple de la lecture, par exemple, la lecture, c'est d'abord un signal visuel. Eh bien, en fait, il faut toute une cascade de traitements dans le cerveau pour, à partir de ces stimuli visuels, être capable de déchiffrer et de faire apparaître le sens d'un texte. Donc, cette science de la lecture, maintenant, a plusieurs dizaines d'années et on est capable, finalement, d'analyser là où les étapes qui peuvent gêner l'enfant et donc poser un diagnostic autour d'une éventuelle dyslexie. Heu, donc les troubles des apprentissages, c'est un trouble cognitif, c'est un trouble qui touche le traitement d'un certain type d'informations. Ils sont généralement spécifiques, électifs et touchent, en fait, particulièrement un certain type d'informations. D'accord, très clair. Et ces troubles, est-ce qu'ils peuvent être soignés ou est-ce que, pour les personnes qui sont porteurs de ces troubles, il va plutôt falloir apprendre à vivre avec et à travailler et donc apprendre pour commencer en ayant ces troubles? Ouais, il y a plusieurs choses. D'abord, en effet, une fois que on a compris ce qui se jouait quand un enfant a une difficulté particulière et qui peut s'être interprété comme un trouble des apprentissages, il va falloir faire un certain nombre de choses. Tout d'abord, une prise en charge individuelle qui va stimuler l'enfant et puis aménager l'environnement et la scolarité. Mais ça, si vous voulez, ça va se dérouler sur des années.
voire une dizaine d'années. Or, pendant ce temps-là, ce qui va se passer, c'est que l'enfant va mûrir, son cerveau va se développer, il aura travaillé ce qui fonctionne moins bien, il aura trouvé des stratégies de contournement, il aura choisi éventuellement une orientation qui correspond bien à ses talents. D'où l'idée, si vous voulez, c'est que oui, on doit vivre avec un trouble d'apprentissage, mais par ailleurs, on trouve des parades, des modes de compensation qui permettent finalement de diminuer l'impact fonctionnel dans le quotidien de la personne, de façon à ce qu'au bout du compte, on puisse fonctionner en société. D'accord. Merci beaucoup pour ce point, très important. Est-ce que, peut-être prendre une question qui revient souvent de la part des enseignants avec qui on travaille, qui est la suivante: finalement, face à un enfant qui est en difficulté, dans le contexte scolaire, comment faire la différence entre une difficulté justement d'ordre scolaire et l'éventualité d'un trouble des apprentissages? Quand on n'est pas, Et ça me paraît scolaire. un point absolument capital, hein. Il faut comprendre qu'il y a 15 ans, quand j'ai commencé à travailler sur ces sujets, les chiffres étaient les mêmes. Il y avait 5 à 8 d'enfants 10, voire 8 à 10 un ou 2 enfants par classe. Et donc, c'est un point bien précis. Oui, ça existe, mais une fois de plus, c'est pas la moitié de la classe qui présente des troubles 10, hein. On parle bien de quelques enfants et puis avoir une concentration plus importante. Mais dans l'ensemble, si vous voulez, ce ne sont pas des troubles qui vont toucher la majorité des élèves. Donc, force est de constater, si vous voulez, qu'aujourd'hui, on a tendance à relire les difficultés scolaires des enfants à l'aune de ce prisme, si vous voulez, des troubles des apprentissages. Et ça me paraît problématique. La première chose à faire, si vous voulez, quand un enfant est en difficulté en classe, c'est d'abord effectivement de s'assurer que sa pédagogie est appropriée, c'est-à-dire qu'on applique bien les grands principes de la pédagogie, engager l'enfant de manière active, de façon à ce qu'il puisse faire des propositions, travailler sur l'erreur, donner du feedback, l'engager à automatiser un certain nombre de traitements, de façon à ce que ça libère des capacités attentionnelles. Voilà, développer toutes les stratégies pédagogiques qui permettent de s'assurer que l'enfant est engagé, intéressé, participe activement à la classe, et donc est dans le jeu de l'apprentissage. Si malgré ces bonnes stratégies pédagogiques, l'enfant reste toujours en difficulté, eh bien là, pour le coup, on va pouvoir commencer à s'intéresser, à aller plus loin, hein. Ça veut dire que c'est probablement pas la pédagogie en elle-même qui le ou la gêne, mais ça peut être d'autres facteurs. Parmi ceux-ci, ça peut être effectivement les troubles spécifiques des apprentissages. Ouais, et comme vous dites, parmi ceux-ci, ça peut être aussi évidemment d'autres raisons, d'autres facteurs, Absolument, parce que les facteurs de l'échec scolaire sont nombreux. Vous savez, il y a un enfant sur 5 qui est en échec scolaire dans le système français. Et ça, c'est vrai dans la plupart des pays développés. Donc 20% des enfants, c'est énorme. Ça veut dire que ce sont des enfants qui sortent du système scolaire sans diplôme à 15 ans. D'où l'idée, si vous voulez, que c'est un problème de politique publique générale, puisqu'il y a des enfants qui sont laissés de côté. Mais les raisons de cet échec ne sont pas réduites autour des des apprentissages, apprentissages. bien Par sûr. exemple, on sait que 20% des élèves de sixième sont non fonctionnels en lecture, c'est-à-dire n'arrivent pas à comprendre ce qu'ils lisent. C'est pas parce qu'ils sont tous dyslexiques, c'est probablement parce qu'il y a un défaut éventuellement de culture générale, de richesse de vocabulaire, de compréhension en fait du monde tel qu'il fonctionne, d'engagement et d'entraînement. On sait aussi que notre système est très inégalitaire et donc selon en fait son contexte socio-culturel, on a plus ou moins accès à la démarche scolaire. D'où l'idée, c'est de dire, oui, les troubles d'apprentissage existent, cependant, ils n'expliquent pas tout l'échec scolaire, ils n'expliquent pas toutes les difficultés à l'école. Merci. Si on commence par, aborder le sujet, de la dyslexie, est-ce que vous pouvez, nous définir, ce qu'est précisément la dyslexie, et aussi ses impacts, sur, la vie quotidienne, mais aussi, bien sûr, dans le cadre, scolaire pour les enfants, touchés? Bien sûr, donc la dyslexie, c'est un trouble bien spécifique, qui par ailleurs est effectivement le trouble des apprentissages le plus répandu, qui touche 5 à 8% des enfants. Vous avez des statistiques un petit peu plus modestes et vous avez peut-être raison d'être vigilante là-dessus. Donc 10, ça veut dire ça va pas, lexie, lecture. Et j'insiste, lecture, ça ne veut pas dire en fait orthographe.
il y a bien deux voies. Il y a une voie de la lecture, c'est des informations entrantes qui vont être traitées finalement par notre cerveau. Inversement, l'orthographe, c'est une information sortante. On va exprimer en fait un certain nombre de compétences orthographiques en rédigeant ou en écrivant sous dictée. Donc ce sont deux choses différentes. Et cette confusion est constante entre dyslexie et dysorthographie. La dyslexie, c'est un trouble de la lecture qui est déjà suffisamment courant pour qu'on n'aille pas en fait étendre son champ un peu plus. Et donc c'est une difficulté particulière à traiter les signes de la lecture qui existent dans toutes les cultures, dans toutes les manières d'écrire et qui sont plus ou moins d'un impact plus ou moins important selon la transparence de la langue, mais qui quelque part vont toucher électivement la capacité de l'enfant à déchiffrer un texte et à s'approprier le sens de façon à pouvoir en faire quelque chose. Parce qu'il faut toujours dans les troubles 10 qu'il y ait un impact fonctionnel. Il faut que finalement l'enfant, certes, ait une difficulté mesurable, mais par ailleurs que ça ait un impact dans sa vie quotidienne. Je répète, dyslexie, c'est trouble de la lecture et donc une difficulté d'accès au langage écrit. D'accord. Merci pour ces précisions. Et alors du coup, on est bien sûr sur la lecture. Comment un enseignant peut-il pré-identifier, qu'un enfant est peut-être, dyslexique? Est-ce qu'il y a des moyens? Bien sûr, l'enseignant est d'abord un expert de la pédagogie. Il voit beaucoup d'enfants, il a une expérience et donc il est absolument essentiel de s'appuyer sur son expertise, parfois même sur son bon sens. D'abord, en fait, il n'est pas question de parler de dyslexie avant l'entrée au CP, puisqu'on apprend formellement à lire à partir du CP et on se donne entre 12 et 18 mois pour que l'enfant sache lire. Donc il n'est pas question à la maternelle d'évoquer déjà en fait des troubles de la lecture. C'est un processus culturel, puisque notre cerveau n'est pas câblé pour savoir lire d'emblée, hein, de la même manière qu'on est capable de parler parce qu'on est être humain, et bien en fait la lecture ne passe pas par cette spontanéité-là, par la simple exposition. Il faut en fait un entraînement spécifique à partir d'un certain âge de maturation, de façon à ce que l'enfant puisse accéder au phénomène de la lecture. Donc la première chose, c'est de ne pas mettre la charrue avant les bœufs. À partir de quel âge ou de quelle, classe, finalement, on peut se dire: «Bon, bah, il serait peut-être pertinent de faire un bilan pour voir ce qu'il en est»? Ça doit être graduel. La bonne approche qui est appliquée par certains systèmes scolaires et qui fonctionne bien, c'est de raisonner par rapport à la réponse à l'intervention. Je suis devant un élève de CP qui va apprendre à lire comme tous les autres. Normalement, si vous voulez, à la fin de l'année, c'est-à-dire 3 ou 4 mois après le début de l'année scolaire, Mmh. beaucoup d'enfants vont déjà bien déchiffrer, être à l'aise, vont continuer à enrichir tout ça avec les digrammes, les trigrammes, les graphiques complexes, etc. Mais c'est bien parti, la logique en fait de lien graphème-phonème est bien acquise, etc. Et ça va se développer. Mais vous avez peut-être une moitié de la classe pour laquelle ça reste encore compliqué. D'où l'idée, si vous voulez, c'est à ce moment-là de faire éventuellement des groupes de besoins, hein, c'est-à-dire de réunir certains enfants plus lents dans l'apprentissage de la lecture, mais toujours en fait dans l'intervalle attendu de la variabilité D'accord. interindividuelle, et donc de plus les entraîner, de leur donner en fait plus à manger, si Mmh. j'ose dire, en lecture, de les stimuler autour de la lecture. Et on verra qu'à Pâques, encore une bonne proportion de ces enfants sauront lire. On va dire, allez, jusqu'à 80% des enfants auront déjà une bonne approche de la lecture. Il en restera encore 20. Mmh. Eh bien, en fait, on remet une couche et on fait une troisième intervention un peu plus intensive auprès de ces enfants. Et bien, ce qu'on va finalement faire apparaître, c'est les 5 à 8% d'enfants qui, authentiquement, en dépit d'une exposition appropriée et intensive à la lecture, restent en difficulté. Voilà, D'accord. donc c'est une bonne année d'apprentissage et ce n'est pas une observation à un temps donné, c'est dans une évolution. D'accord. Donc il faut éviter deux écueils, c'est banaliser, dire oh il va finalement bien y arriver, et puis finalement de passer la main à l'enseignant de CE1 qui va se retrouver dans le même questionnement, Mmh. ou au contraire, si vous voulez, d'alerter de manière extrêmement précoce, Trop près. je dirais avant même le CP ou tôt dans le CP, alors qu'on n'a pas suffisamment enseigné la D'accord. lecture. Donc idéalement, à partir de la fin du CP, ça peut être pertinent. Tout à fait. Alors, si Waouh. l'enfant est très, très en panne, c'est-à-dire que si Oui. l'enfant est non lecteur, si vous Mmh. voulez, au bout de 6 mois d'exposition, c'est-à-dire qu'on a beau faire, le lien graphème-phonème, c'est entre le groupe des lettres et les sons est très difficile, est inaccessible. Il faut pas rentrer non plus dans une logique de souffrance scolaire. Mmh. Un enfant qui serait complètement hors du lire, il faut probablement Peut-être. consulter quelqu'un. Mais si on sent un progrès, si vous voulez, un progrès qui permet à l'enfant de rattraper, c'est pas simplement un progrès par rapport à lui-même, parce que sinon, en fait, l'écart relatif avec les autres enfants va se creuser. Donc, s'il y avait un véritable rattrapage
puisque quelque part c'était juste un besoin d'un peu plus de temps, et bien à ce moment-là, il va falloir, comment dire, il faut être d'un côté patient et intervenir à bon escient quand on sent que ça s'installe. D'accord, OK. Et si on a un doute, et que voilà, donc on a un doute et il y a pas de diagnostic, posé à notre connaissance en tant qu'enseignant, comment on peut, aborder le sujet avec le parent? Parce que ça peut être évidemment, délicat, mais ça peut aussi être, très nécessaire. Comment vous conseillez d'aborder le sujet? Absolument. Je crois que là, c'est un point d'entrée crucial. C'est qu'il faut d'abord créer un consensus autour de notre perception de ce qui peut gêner l'enfant. Euh, En tant qu'enseignant, il faut se faire une représentation de ce qui est attendu de l'enfant, et puis il faut apporter la bonne pédagogie. Il y a beaucoup de débats. Est-ce que les enseignants font bien tous l'enseignement de la lecture syllabique? Je pense que pour la majorité, c'est le cas, mais n'oublions pas que c'est ça la bonne méthode. Donc appliquons-la correctement. Et puis si en fait on sent qu'il y a une difficulté, à ce moment-là, en fait, il faut un dialogue ouvert et respectueux, chacun dans sa partie, avec la famille. Et de pouvoir en fait solliciter la famille, évoquer d'abord les points forts de l'enfant, tous les enfants en ont, pour mettre un cadre positif à l'entretien, pour dire d'abord, en fait, on va parler de ce qui se passe, de ce qui marche bien, et des bénéfices de la scolarité pour cet enfant-là, du fait que cet enfant-là est une vraie richesse pour la classe et que il a toute sa place. Et puis évoquer ensuite, il nous semble que il y a une certaine lenteur d'entrer dans la lecture, et d'expliquer en fait avec des éléments concrets ce qui est attendu à tel âge et la réussite de l'enfant. De poser la question à la famille, est-ce que vous constatez la même chose à la maison? Est-ce que quand vous entraînez votre enfant sur la base des devoirs qui sont donnés, est-ce que vous avez la même constatation d'un enfant qui bute, qui hésite, qui a du mal à faire ce lien entre les lettres et les sons? Les incités à observer aussi eux-mêmes. Exactement. Mmh, Et de créer un consensus, mmh. de se mettre d'accord. Rappelons en fait que l'enseignant n'est pas habilité à poser un diagnostic, voire même n'est pas censé en fait évoquer un soupçon de diagnostic pour un enfant, hein, puisque son expertise est pédagogique. Mais elle est particulièrement cruciale, puisque l'enseignant voit des enfants du même âge pour une année entière, et donc finalement a une sorte de point de repère naturel, Mmh. c'est les autres. Hein. On est tous très semblables, et donc finalement cet enfant-là, s'il est en difficulté, ben, il va peut-être faire partie de ces enfants qui s'avéreront être dyslexiques. Donc, un, observer, avoir des éléments concrets, entrer en relation sur une base positive. Par ailleurs, si vous voulez entrer dans un dialogue respectueux et ouvert, et demander à la famille d'observer de son côté. On se donne ensuite 1 ou 2 mois, Mmh. on intervient en classe et à la maison, de façon à ce que la famille aussi puisse être un point de concours et un point d'appui. Et puis dans 2 mois, on se revoit. Est-ce qu'on constate la même chose? Est-ce que les progrès sont suffisamment significatifs pour qu'il y ait un rattrapage? Ou on continue en fait à s'interroger, si vous voulez, sur l'existence d'un trouble éventuel des apprentissages? D'accord, donc vraiment un travail d'équipe et de suivi pour voir, mesurer ce dont vous parliez, l'évolution. Exactement, exactement. D'accord. Et alors dans le cas d'un trouble, donc d'une dyslexie avérée, maintenant, quelque part entrons vraiment dans les outils, qu'on peut donner aux enseignants pour, les aider à faire progresser, ces enfants-là. Quels conseils on peut donner, voilà, pour les accompagner? Si vous voulez, une fois de plus, l'enseignant n'est pas un rééducateur. N'oublions pas en fait que ce sont des professionnels habilités qui peuvent poser le diagnostic de dyslexie, nommément les orthophonistes, qui vont faire un travail de psychométrie, puisqu'aujourd'hui, comme je le disais, il y a une science de la lecture, Mmh. et donc on a une mesure, année après année, un mot moyen lu par un enfant, hein. Je vous avais en fait partagé une courbe autour de Oui, cette on évolution peut la mettre de dans la la conversation, sur Teams. On va vous la partager. Donc voilà, vous allez voir qu'il y a une courbe naturelle, d'évolution du nombre de mots lus Mmh. en fonction de l'entraînement de l'enfant et de sa maturation. Ce qui fait qu'on attend, en sixième environ 120 mots minutes. En CE2, c'est environ 70 mots minutes, qui sont lus. Donc, l'idée, c'est qu'il y a une véritable, mesure de la capacité de lecture, un en vitesse, 2 en précision. On attend, si vous voulez, qu'en sixième, les enfants fassent encore, et l'adulte, fait environ 4 d'erreurs, hein, 4 mots sur 100 lus sont lus de manière incorrecte. Ça n'empêche pas souvent, en fait, de la compréhension. Donc, d'abord, l'enseignant n'est pas, en fait, un rééducateur. Cependant, n'oubliez pas euh, les personnes enseignantes qui sont là, que vous avez de magnifiques outils maintenant, qui sont les outils d'évaluation en CP, CE1 et maintenant tout au long de la scolarité, qui permettent de mesurer par une épreuve
épreuve de fluence les capacités d'enfant dans la lecture. Comme toute notre scolarité est basée sur la lecture, il faut absolument s'assurer que l'enfant est au bon niveau, vitesse et précision de la lecture. Si on lit trop lentement, on ne peut pas accéder au sens, la mémoire de travail est saturée. Donc vous avez des outils d'enseignants pour pouvoir finalement mesurer cet éventuel décalage de lecture. Mais une fois qu'on a vu ça, vous avez authentifié le trouble que vous avez confirmé éventuellement avec un bilan orthophonique, mais vous n'êtes pas ensuite un rééducateur. Ça veut dire que finalement les méthodes traditionnelles de lecture ne vont pas fonctionner pour l'enfant et donc il va falloir l'appui d'un professionnel expert de façon à proposer une autre approche à l'enfant. Donc, observer, partager et comment agir. Oui. Voilà. Et donc passer une partie du travail, passer le relais à un orthophoniste. Mais après, pour ce qui est du reste du travail en classe, comment les enseignants peuvent malgré tout les aider? Donc là, tout dépend en fait de l'intensité du trouble. Si le trouble est modéré avec un impact fonctionnel là aussi léger, ça peut se voir en se disant en dépit de la lenteur de lecture, l'enfant accède au sens. On va pas prendre en fait, on va pas s'épuiser non plus à mettre en place toute une série d'aménagements. On va essayer de s'assurer que l'enfant avec l'appoint de l'orthophonie et une stimulation en classe, continuer à progresser. Si la difficulté devient plus importante, vous avez grosso modo deux formules. Hein, c'est-à-dire que si l'enfant arrive néanmoins à lire suffisamment des phrases courtes ou des textes courts, laissons-le faire. Okay. Et lisons à haute voix pour cet enfant-là et pour toute la classe, si vous voulez, de façon à confirmer le déchiffrage en fait, de ce texte. Si en revanche, l'enfant est très en panne ou que le texte est trop long, à ce moment-là, eh bien, effectivement, il va falloir passer par une autre voie, et c'est l'oral. Et cet oral, je parle du primaire, hein, évidemment, ce sera beaucoup plus compliqué au collège, mais au primaire, ça va être la possibilité, en fait, de lire à haute voix les textes, de réduire la quantité de lecture pour l'enfant et de passer par la voie orale. D'éviter la double tâche, par exemple pour un exercice de mathématiques, plutôt que lui demander de lire, pour qu'il puisse se concentrer sur l'objectif pédagogique dont on parle à ce moment-là, c'est ça? Exactement. Voilà, donc ce qui se passe dans n'importe quelle classe, hein, quand vous avez un espace, tout le monde est au travail, et bien à ce moment-là, en fait, on peut tout à fait se rapprocher de cet enfant-là, le faire lire une fois de plus, lire à son tour, s'assurer en fait que l'enfant a bien pris l'ensemble de l'information, répéter, puisque une fois de plus, la mémoire de travail est labile, elle est fragile. Donc s'il y a trop d'informations, c'est exactement ce que corrige la lecture, c'est qu'en laissant en fait une trace externe, ça fait une mémoire à laquelle on peut se rapporter. Si on n'a plus cet appui-là, eh bien évidemment, tout se passe de tête, et donc c'est beaucoup plus lourd. D'où l'idée, en fait, de répéter la consigne et de s'assurer que l'enfant l'a bien comprise. Donc vraiment, si effectivement le trouble est avéré et un certain niveau d'intensité avec un impact fonctionnel, passer par une autre voie qui est celle de l'oral est la meilleure voie. D'accord, merci. Si parmi vous, d'ailleurs, il y a des enseignants qui sont habitués à accompagner des enfants dyslexiques et qui ont aussi des conseils à partager, on pourra rebondir dessus. N'hésitez pas aussi à les mettre dans la conversation. Est-ce qu'il y a, on a parlé donc de la façon de travailler avec eux. Est-ce qu'il y a aussi peut-être des phrases à éviter ou au contraire à privilégier? Je parle plutôt de maladresse liée à voilà, les mauvaises connaissances du trouble. Bien sûr, ce qui est compliqué dans les troubles d'apprentissage, c'est que leur impact au quotidien peut être variable. C'est-à-dire que ça va dépendre de l'état de l'enfant, ça va être de la date du moment dans la journée, dans le demi-trimestre, dans le trimestre, dans l'année, de la fatigue effectivement, donc de la tâche dont il s'agit, de la connaissance et par exemple, est-ce que l'enfant a du contexte par rapport à ce texte ou est-ce qu'il n'en a pas? Donc les conséquences fonctionnelles peuvent être variables et on peut avoir la phrase malheureuse de dire: «Ah bah tu vois quand tu te concentres, tu y arrives vraiment bien» et cetera. Et là, pour le coup, c'est vrai que c'est très injuste parce que ce sont des enfants qui font beaucoup d'efforts. Ils ne peuvent pas faire ce niveau d'effort-là tout le temps et de manière incessante. Donc finalement, il peut y avoir une baisse, en fait, finalement, de l'investissement parce qu'il y a de la fatigue, parce que ça devient plus difficile, parce que ce n'est pas le moment, parce que je ne connais pas du tout le thème, que je suis encore plus en difficulté. Et donc finalement, parfois, ça peut être bien, puis d'autres fois beaucoup plus décevant et donc avec donc des résultats qui à leur tour sont beaucoup plus variables et donc cette variabilité fait partie
de la conséquence habituelle des troubles d'apprentissage. Et ça, D'accord. je le dis en fait pour la lecture, mais c'est vrai pour le graphisme, c'est vrai pour l'orthographe, c'est vrai en fait pour tous les domaines, c'est cette variabilité et de règles. Donc il faut l'entendre de façon à pouvoir aménager quand on sent que ça, qu'il y a un trop-plein. Donc tenir compte de la fatigabilité qui est forcément plus grande, c'est ça? Et peut-être, aménager plus de pauses ou Ça peut être tout à fait le cas. Et là, c'est délicat, hein, puisque l'idée, c'est que l'enfant est en classe. mmh, Donc là, pour le coup, il y a, selon le contexte, voilà, selon le contexte. Alors, s'il est en cours particulier, là, c'est beaucoup plus simple, parce que quelque part, en primaire comme en secondaire, à n'importe quel moment, on peut lire la consigne à l'oral, on peut s'assurer que l'enfant a bien entendu, bien compris, il reformule, etc. Donc, ça peut aider. On peut faire des pauses, etc. Mais donc, tout l'art, c'est de pousser l'enfant suffisamment à donner à voir son plein potentiel sans l'épuiser. d'accord. Et Mmh. ça, c'est compliqué. Mais ça, c'est l'expertise de l'enseignant qui est capable de dire, généralement, à tel moment, cet enfant-là est plus disponible, donc je le laisse faire. À d'autres moments, c'est plus compliqué et donc je l'appuie. C'est plus simple au primaire parce qu'on connaît encore mieux ses élèves. Mais finalement, au collège, on peut très bien y arriver aussi. On peut aussi réduire la quantité de travail. On peut réduire la longueur des textes de façon à ce que ce soit plus acceptable pour Plus l'enfant. vaste. D'accord, OK. Et alors, il existe des outils, qui peuvent, faciliter la vie, des personnes dyslexiques, que ce soit des enfants ou des adultes d'ailleurs. Je pense à l'outil qui s'appelle MyDis, qui est une liseuse finalement, mais qui adapte le texte aux dyslexiques. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous recommandez d'utiliser? Et si oui, est-ce qu'il y a des limites? C'est-à-dire, ne pas l'utiliser en permanence ou au contraire, pourquoi pas? Enfin Alors, il existe maintenant beaucoup d'outils qui peuvent aider. Des outils, en fait, et des liseuses qui vont transformer le texte, qui vont écarter les images, qui vont faire une police plus grosse, écarter l'interligne. Et ça, c'est très précieux parce que ça évite ce qu'on appelle l'encombrement visuel. Beaucoup d'enfants dyslexiques sont vraiment très gênés par l'encombrement visuel. Quand dans les manuels scolaires, il y a des foules d'informations réparties sur la page avec des polices différentes, etc. Donc ça, c'est très perturbant parce que ça demande finalement un effort supplémentaire d'interprétation. Donc ces lisieuses peuvent vraiment soulager l'enfant en assurant une justification à gauche pour éviter, si vous voulez, que le texte soit en accordéon mmh, et que donc les espaces entre les lettres et les mots soient variables. Et à ce moment-là, que des saccades oculaires doivent être recalibrées à chaque ligne. Donc ces liseuses peuvent être très pertinentes. Attention sur les polices, hein, les polices de lecture. Aujourd'hui, scientifiquement, on ne peut pas affirmer qu'aucune police soit meilleure qu'une autre, hein. d'accord. On sait que il faut éviter les embossements, il faut éviter les fioritures, mais il faut aussi favoriser les polices qui sont les plus courantes. Parce que par définition, si vous voulez, quand elles sont courantes, c'est que l'enfant est exposé tout le temps dans la rue, dans ces petits livres d'enfants, à l'école, etc., à cette police-là. Et donc, il y a une familiarité, il y a un entraînement implicite qui va aider, Qui va simplifier. qui va Mmh. simplifier, hein. Donc, ces outils peuvent être tout à fait pertinents, hein, de façon à alléger la tâche de lecture, à aérer le texte. Et puis, quand elles ont en fait cette fonctionnalité qui est de plus en plus courante, qui est le retour vocal, là, ça nous apporte en fait un outil capital qui est effectivement de transformer la lecture, l'écrit en oral, et donc D'accord, de contourner le trouble, puisque bien l'enfant peut sûr. se faire lire le texte, lire une phrase, lire un mot qu'il n'arriverait pas à déchiffrer, tout en étant toujours acteur de sa lecture, hein, en évitant que ce soit un tiers qui le fasse. OK. Merci et inversement, est-ce qu'il y a des outils, fausses bonnes idées, dont on a pu, entendre parler? J'ai lu, il y a un certain temps déjà, une histoire de lunettes, spéciales ou, pou adaptées aux 10, qu'en est-il? Est-ce que, c'est, un gadget inutile ou, est-ce que ça peut aider? Alors c'est vrai on serait tous très friands d'outils miracles, hein, et force est de constater qu'aujourd'hui, on n'a pas trouvé la solution à toutes les dyslexies. D'abord, il y a des familles, c'est une famille la dyslexie, donc il y a toutes sortes en fait de troubles. C'est pour ça que l'orthophoniste est capital pour énoncer quel est le type de dyslexie et quel type de prise en charge doit être mis en œuvre. Mais il est vrai qu'un certain nombre de personnes ont pensé trouver la recette miracle pour soulager les enfants. C'est vrai qu'on a parlé en fait de lunettes, on a parlé de prismes, on a parlé de lampes, De l'ordre, ouais. on a parlé de police, etc. Donc tout ça, c'est des initiatives intéressantes qui nécessitent systématiquement d'être analysées scientifiquement et de pouvoir affirmer si oui ou non
de manière véritablement contrôlée, ça a un impact sur la lecture de l'enfant. Et force est de constater que la C'est plupart pas de le ces cas. outils, c'est pas le cas. Mm. Dans l'école que j'anime, nous avons en fait mené un certain nombre d'enquêtes et d'études scientifiques, en particulier sur certains outils, qui malheureusement n'ont pas porté, Pas concluante. sont pas concluants par rapport aux promesses qui sont faites. D'accord. Bon, merci. On va regarder ce qu'on a reçu comme question avant de passer au sujet du trouble déficit de l'attention. On a une question qui est comment on appelle un trouble de la compréhension de texte, compréhension de lecture en fait, quelle solution on peut, enfin de quelle manière on peut aider un enfant qui aurait un trouble de la compréhension de ce qu'il lit. C'est une question très intéressante, parce que là, on arrive au bout de la chaîne de la lecture. Donc finalement, on a déchiffré, on a reconnu les caractères, on a reconnu les mots, on les a transformés en sons, on les a lus dans sa tête ou à haute voix. Et bien en fait, et puis à la fin, le but de la lecture, c'est d'accéder au texte, c'est du langage rendu visible, et donc l'idée, c'est de comprendre le message. Au lieu que ce soit un message oral, c'est un message écrit, mais c'est du langage. Oui. Ça reste du langage. Qu'est-ce qui peut faire finalement que l'enfant ne comprenne pas? Alors, il y a plusieurs raisons. Première raison, si on reste proche de la question, si vous voulez, instrumentale de la lecture, ça peut être effectivement que le coût de la lecture est tel, ça veut dire en fait le coût cognitif, le coût attentionnel est tel que l'enfant ne peut à la fois lire et comprendre. C'est-à-dire qu'il a utilisé toutes ses capacités attentionnelles pour déchiffrer, et ça vient en fait au détriment d'un espace mental qui sera disponible pour la compréhension. Si c'est pas ça, ça peut être plusieurs raisons. Ça peut être une méconnaissance, si vous voulez, de ce dont il s'agit, hein. Un enfant qui connaît mal le contexte ou qui n'a pas de contexte par rapport en fait au texte peut être en grande difficulté d'interprétation. Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Ça peut être aussi un problème de langage, cette fois-ci de langage oral, puisque à la fin, on l'a bien dit, on aboutit sur du langage sous un autre format, mais ça reste du langage. Il peut y avoir certains enfants qui ont un défaut de vocabulaire, une difficulté de compréhension de la syntaxe, une difficulté de compréhension de l'implicite, du sous-jacent, etc. Et donc, ils auront du mal à interpréter le texte parce qu'il leur manquera des briques élémentaires au niveau du langage oral. Et puis, enfin, il peut y avoir une difficulté plus générale, si vous voulez, de compréhension, mais de compréhension en général, d'accès à la complexité. Et là, c'est encore autre chose. Un enfant, finalement, qui, finalement, lit pas si mal, a des cultures générales parce qu'il est dans un milieu stimulant, mais hélas, en fait, il y a une difficulté plus générale d'accès à la complexité. C'est tout l'éventail des raisons pour lesquelles un enfant peut avoir du mal à comprendre un texte quand il le lit. Merci. On a une autre question qui nous vient d'un parent, de Mélissa en l'occurrence, qui demande en fait en tant que parent comment on peut se positionner et aider un enfant donc dyslexique, je suppose, en plus de ce que vous avez évoqué, du rôle de l'orthophoniste, du rôle des enseignants. En tant que parent, qu'est-ce qu'on peut faire à la maison pour les devoirs, j'imagine, mais peut-être en plus des devoirs peut-être? Alors, non, je dirais qu'au-delà des devoirs, il faut laisser les enfants tranquilles. La lecture, c'est véritablement l'outil clé de l'école, Mm. hein. Bien entendu, c'est magnifique quand on lit bien et qu'on s'intéresse à la chose écrite et qu'on est un lecteur, parce qu'il faut voir qu'il y a en plus un aspect très bénéfique. On sait qu'entre un enfant dyslexique et un enfant non dyslexique, l'enfant non dyslexique va être exposé à 3 ou 4 fois plus de mots qu'un enfant dyslexique, puisque finalement, pour lui, ça ne sera pas une sorte de porte en béton, ce sera au contraire quelque chose d'aisé, et donc il y aura une sorte d'auto-apprentissage au fur et à mesure où l'enfant grandit. Donc finalement, c'est un peu perdant-perdant, hein, pour un enfant, ou inversement gagnant-gagnant pour un bon lecteur, qui plus meilleur il est, plus il accède en fait à la lecture, et plus il lit, et puis il devient expert. Donc l'idée, si vous voulez, c'est que oui, la lecture va être essentielle. Maintenant, à la maison, si vous voulez, c'est qu'il ne faut pas en faire quelque chose une sorte d'obsession, hein, et réserver ça à la question liée à la scolarité. Et donc, je le disais, l'outil de choix à la maison, c'est, quand on fait les devoirs, d'aider son enfant en lui lisant les consignes. En lui lisant les consignes, en lui lisant les textes, l'enfant peut continuer à lire Mm. et à suivre lui-même le texte, mais pour raccourcir le temps et aller vers la substance de l'exercice, puisque sauf au CP-CE1, finalement, de la lecture, on fait de la lecture pour la lecture. Oui. Si vous voulez, mais à partir du CE2, c'est fini. Oui. Et je ne parle même pas du collège ou du lycée. On lit pas pour déchiffrer ou pour apprendre à lire. On lit pour accéder au contenu. Donc, véritablement, ce qui peut aider de manière majeure
votre enfant, c'est de contourner le trouble, de lui lire, de lui dire je vais te lire, je vais te répéter autant de fois que nécessaire, et à ce moment-là, tu pourras accéder. Et si en fait tu as du mal à écrire, à ta place et qui prendrait en note ce que tu D'accord. m'as dit, au mot près, en lui répétant ce que que l'enfant, il ou elle a dit, Ouais. et qu'il apprenne à se corriger. D'accord. Donc en fait, vraiment lui permettre de se concentrer sur l'objectif pédagogique, là encore, de, l'exercice qu'il a à faire dans ses devoirs, et ça pourrait être contre-intuitif de se dire: «Bah, je vais tout lui lire comme ça et enfin, ça va» parce que quelque part, on pourrait avoir au contraire envie de forcer, hein, L'entraîner. voilà, de l'entraîner de plus en plus, mais j'entends que c'est surtout, pas la bonne solution puisque de toute façon, il va être amené à le faire à l'école, avec l'orthophoniste. Donc en tant que parent, l'idée, c'est plutôt justement, de lui faciliter la tâche sur les autres, objectifs pédagogiques, Bien finalement. sûr, l'idée, une fois de plus, c'est un gradient. Ça veut dire c'est pas en tout ou rien. Pour un enfant qui est modérément gêné, ça veut dire pouvoir continuer à lire, soutenir la lecture, le relire, une fois que l'enfant a lu, le relire soi-même, Mmh. c'est-à-dire en tant que parent, pour que l'enfant entende ce qui vient d'être lu, OK. comparer en fait ce qu'on a compris, etc. Et puis, mais si l'enfant est très en panne, je dirais que l'objectif, c'est de réussir l'exercice. C'est pas de lire, Mmh. puisque de toute façon, ça, c'est vraiment le trouble. À ce moment-là, en fait, c'est de soulager cette étape pour se pencher sur le contenu de ce qui est attendu au niveau pédagogique et d'éviter cet aspect instrumental. Mais là aussi, je le dis, ça dépend de l'enfant, ça dépend de l'intensité de son Bien trouble, sûr. ça dépend en fait de l'impact fonctionnel et ça se discute donc avec l'orthophoniste. D'accord. Tout dernier petit point, Oui. hein, on va chez l'orthophoniste une, voire deux fois par semaine. Il n'est pas inutile de demander à l'orthophoniste des exercices à faire à la maison, hein, D'accord. de façon à ce que si on doit faire quelque chose dans la lecture et d'entraîner, ça vaut vraiment la peine, hein, de faire un peu d'exercice tous les jours, et donc à ce moment-là, mais guidé par l'orthophoniste pour savoir qu'est-ce qui est le plus utile. D'accord. Donc se référer vraiment à l'orthophoniste en priorité, par ailleurs. Tout D'accord. à fait. Il y a une question de Julie, qui est enseignante à domicile et qui demande les outils, les supports à utiliser, pour accompagner un enfant, 10. Alors je suppose qu'on va pouvoir lui répondre, plus ou moins la même chose qu'aux parents, Mélissa, à qui on vient de répondre, plus, la tablette dont on parle, enfin la liseuse dont on parlait peut-être, My10 ou un équivalent. Est-ce qu'il y a d'autres conseils pour un enseignant à domicile? Bah, pour l'enseignant à domicile, non, c'est absolument la même chose, hein. Alors, il est vrai que quand on est enseignant à domicile, on a peu de temps pour fabriquer des supports pédagogiques adaptés qui pourraient être conformes à ce qui est nécessaire. Effectivement, on a parlé de certaines technologies d'assistance qui peuvent modifier le texte et donc le rendre plus accessible. Bah, tant mieux s'il existe et qu'à ce moment-là, on puisse traduire le texte. Voilà, il faut le scanner, il faut ensuite le faire reconnaître par la machine et choisir, si vous voulez, la configuration du texte telle qu'on la souhaite et faire tester à l'enfant si ça convient. Évidemment, là, ça devient de plus en plus compliqué puisqu'il faudrait vraiment que l'outil soit disponible, il faut que les textes puissent être Mmh. scannés, qu'on puisse correctement les extraire, qu'on choisisse la bonne configuration. Je dirais que pour un enseignant à domicile, c'est pas un rééducateur, une fois de plus, ce n'est Mmh. pas un rééducateur. Il ou elle est là pour accompagner l'enfant dans les devoirs, pour accéder au contenu. Rappelons que les enfants dyslexiques, ou 10 en général, sont des enfants compétents et qui ont accès à la complexité des apprentissages. Mmh. Donc il faut éviter tout ce qui pourrait les empêcher d'avoir accès à ces apprentissages. Alors que la C'est clair. lecture n'est une su- Un moyen. un Mmh. élément Mmh. superficiel, si Mmh. vous voulez, qui peut soit aider pour l'enfant lecteur, soit au contraire empêcher l'accès pour l'enfant dyslexique. D'accord. Bah, je vous propose qu'on passe, au sujet du trouble, déficit de l'attention, puisque c'est le deuxième trouble le plus fréquent. Là encore, je veux bien que vous nous donniez une définition et aussi, que vous nous expliquiez un peu, ses impacts dans la vie quotidienne et puis dans la vie scolaire pour, les personnes, porteuses de ce trouble? Donc, si vous voulez, les troubles de l'attention se réfèrent à une famille de troubles. Il faut bien comprendre que dans ce domaine-là, comme dans d'autres domaines, l'attention n'est pas une fonction monolithique, c'est pas une compétence unique. Il y a au moins en fait trois types d'attention. L'attention focalisée, aller chercher une information dans l'environnement, par exemple chercher des fautes d'orthographe dans un texte, son propre texte ou un autre texte. L'attention soutenue, ça c'est un certain niveau de vigilance qui vous permet, par exemple, actuellement de m'écouter. Vous n'êtes pas là en train de traquer. Alors, vous pouvez traquer, en fait, mes tics de langage, mais vous pouvez aussi, en fait, simplement vous laisser porter par mon discours. Vous avez besoin d'un certain niveau d'attention, de vigilance pour capter l'essentiel, en fait, de ce que je vous dis. Et puis, il y a, en fait, un dernier type d'attention qu'on appelle l'attention divisée, qui nous permet, dans deux canaux différents, en particulier visuel et auditif,
de faire deux choses en même temps. Hein, par exemple, d'écouter l'enseignant tout en écrivant. Ça demande deux types d'attention, mais comme ce sont sur deux canaux séparés, normalement, on est capable de Ça les faire fonctionne. conjointement. Voilà, donc l'attention, c'est au moins trois types de compétences. Ben, les troubles d'apprentissage, c'est la contrepartie du trouble, hein, Trop de chacune de d'attention. ces fonctions. Ça peut être global sur les différentes fonctions attentionnelles, ça peut être plus spécifique sur l'attention focalisée ou l'attention soutenue, etc. Et ça, c'est le travail finalement d'un neuropsychologue de pouvoir l'évoquer. D'accord. Et comment un enseignant ou un parent d'ailleurs, peut préidentifier ce type de trouble? Enfin, même si bien évidemment, il devra être confirmé par un neuropsychologue. Ça, si vous voulez, si on parle à des pédagogues, mais on parle aussi à des parents, si vous voulez, les enfants inattentifs, mais c'est banal. Hein. Ouais, C'est c'est pour quelque ça part, que comment? si vous voulez, la poésie de Prévert, elle date pas d'hier, si vous voulez, elle aura bientôt un siècle. L'idée, c'est que les enfants qui baillent aux corneilles, les enfants qui s'intéressent pas à ce qui se passe en classe, les enfants qui sont flottants, qui sont peu présents, etc., c'est courant. Hein. J'ai envie de dire que d'abord, avant de se précipiter sur l'existence d'un trouble éventuel, il faut s'assurer que d'abord on n'est pas dans une sorte de normalité du fonctionnement d'un enfant en fonction de son âge, en fonction de la discipline dont il s'agit, qui sont parfois plus arides que d'autres, moins intéressantes, moins faciles d'accès, etc. Donc en tant que pédagogue, il faut d'abord, une fois de plus, appliquer les bonnes règles de l'apprentissage pour éviter de confondre un trouble d'apprentissage avec un désintérêt ou un manque de motivation, sachant qu'en fait les deux semblent très liés, hein, au niveau neurologique, c'est-à-dire en fait la motivation versus en fait l'attention. Eh bien en fait, l'idée c'est qu'il faut engager l'enfant. Avoir un cours vivant, qui ne soit pas un cours descendant, un cours dans lequel on demande aux enfants d'intervenir et on laisse personne sur le côté. On ne prend pas en fait je ne sais pas pour une réponse. On s'assure, si vous voulez, que voilà, chaque enfant a été interrogé et a pu avoir l'occasion de tenter sa chance, etc. Et si en fait il s'est trompé, de rebondir sur une bonne réponse en la répétant au mot près, de façon à être dans le jeu de l'apprentissage, dans le jeu de l'interaction avec l'enseignant. Voilà, premier élément, c'est engager les enfants, les rendre actifs, Pédagogie active, oui. pédagogie active, explicite. Ouais. Hein, c'est-à-dire, en fait, la pédagogie explicite, c'est pas simplement éviter l'implicite et le sous-jacent. C'est aussi, en fait, cette idée de dire, je montre comment on fait, nous faisons ensemble, et après, vous faites sous supervision. Hein, c'est ça la pédagogie explicite qui permet à l'enfant d'avancer. Donc, d'abord, une bonne pédagogie qui permet de lever l'ambiguïté. Ouais. Est-ce que finalement, c'est résistant à toute bonne pédagogie, ou au contraire, finalement, c'est corrigé par le fait qu'on a rendu l'enfant Plus actif, engagé. plus engagé. D'accord. Et sinon, s'il y a une fois ces éléments vérifiés, est-ce que vous pouvez nous dire de quelle manière ça peut se manifester? On entend parfois d'ailleurs que ça se manifeste différemment chez les garçons de chez les filles. Est-ce que c'est vrai? Et du coup, comment ça se manifeste? Bah, vous savez, il y a eu comment dire, des considérations et surtout en fait des recommandations de la Haute Autorité de Santé autour des troubles de l'attention. Et c'est des discussions que j'ai avec mes collègues. On se rend bien compte, si vous voulez, qu'il est rare, sauf quand en fait le trouble est très bruyant, à ce moment-là, d'aller consulter un spécialiste autour des troubles de l'attention. Ça se découvre souvent au détour d'un bilan d'autre chose. D'accord. Ça, c'est un premier point. Pourquoi on dit que c'est différent chez la fille et chez le garçon? C'est que justement, chez le garçon, souvent, ce qu'on remarque, c'est l'enfant agité, l'enfant qui a le H du TDAH, c'est-à-dire l'hyperactivité, hein, qui se trémousse sur sa chaise, qui est constamment en mouvement, qui peut avoir des éléments d'impulsivité, qui coupe la parole, qui parle de manière inappropriée ou à un moment impromptu, etc. Donc, l'idée, si vous voulez, c'est que chez le garçon, souvent, c'est plus visible Visible. parce que c'est plus criant, hein, au sens propre comme au sens figuré. L'enseignant est plus à même de se rendre compte, parce que ça le gêne, parce que ça gêne les autres élèves, parce que quelque part, on sent cet enfant flottant. Chez certains garçons, mais chez beaucoup de filles aussi, ça peut être beaucoup plus discret. Quand en fait c'est silencieux, c'est-à-dire que l'enfant peut passer le cours entier à être ailleurs sans finalement du tout profiter de ce qui vient de se dire. Et donc à ce moment-là, comme on le remarque, par exemple, on remarque aussi à la maison avec les devoirs, c'est que les devoirs prennent deux à trois fois plus de temps, mais c'est vrai aussi pour les activités de la vie quotidienne, le lever le matin,
se préparer, aller au petit déjeuner. Il y a des ruptures attentionnelles qui fait qu'on retrouve l'enfant assis sur le bord du lit, rêveur, alors qu'en fait, il est temps de partir. Donc, on se rend compte de cette manière-là que D'accord. l'enfant n'est pas présent. Donc c'est aussi quelque part le fait, donc là c'est plus côté parent, de constater que c'est pas propre aux situations d'apprentissage. Finalement, cette distractibilité, on va dire, ça va être un bon indice. Tout à fait, tout à D'accord. fait. Alors on dit toujours: «Ah oui, mais quand il est sur ses jeux vidéo, il est intarissable et il peut en fait rester pendant 8 heures devant». Bah, parce que certains jeux vidéo d'action sont très bien faits. C'est-à-dire que quelque part, l'agitation est à l'intérieur de l'écran et donc Canalise. ça capte en permanence l'intérêt de l'enfant, et donc quelque part, ça relance, hein, comme il faudrait le faire en classe, ça relance en permanence, L'intérêt. la vigilance et 2, une réponse, hein. Donc Ok. finalement, l'enfant même qui peut avoir un trouble de l'attention, pourrait, finalement, s'en sortir parfois en fait dans des jeux vidéo. Donc quelque part, je suis d'accord, hein, c'est souvent infiltrant ces Mhm. troubles. Ils ne se voient pas qu'à l'école, et ça se voit aussi dans les loisirs, ça se voit, dans la vie quotidienne, et c'est à ce moment-là que c'est probablement le plus juste. Parce que Ouais. si c'est véritablement lié, exclusivement lié à la À chose l'école. académique, là, il y a un gros doute par rapport Oui. finalement à l'intérêt que l'enfant porte à la matière. D'accord, et étant donné le type de «symptômes» entre guillemets, est-ce que le diagnostic, peut être posé plus tôt? Puisque la dyslexie, on a vu qu'évidemment, il fallait attendre d'avoir eu un certain temps, d'apprentissage de la lecture avant de se poser la question. Là, pour le trouble de l'attention, à partir de quel âge, si on constate un enfant a du mal à rester dans son activité, est-ce que c'est pertinent de se poser la question? Parce que j'imagine que c'est aussi lié au développement, de l'enfant, enfin, qu'un C'est enfant vrai. trop jeune est forcément, facilement distrait. On voit très bien. Donc, On n'attend pas la même chose d'un enfant de maternelle, d'un mmh, enfant de primaire, début de primaire, fin de primaire ou collège. Cependant, en fait, les études tendent à prouver que les fonctions attentionnelles maturent relativement vite, hein, et qu'à OK. l'entrée au primaire, il y a une certaine capacité d'attention qui s'est développée, et qui n'est pas nulle. C'est bien pour ça d'ailleurs que les enfants, même de primaire, sont 8 heures par jour à l'école, hein. C'est parce que c'est tolérable par beaucoup d'enfants, même si c'est pas forcément toujours souhaitable, mais c'est apparemment tolérable et acceptable pour beaucoup d'enfants. Donc je dirais que quelque part, il faut pas trop tarder. Alors évidemment, quand c'est très visible, parce que c'est gênant pour l'enfant et pour l'environnement, généralement tout le monde réagit dans les temps. Et à ce moment-là, il est bon d'aller consulter de façon à pouvoir prendre en charge ce trouble quand il existe et quand il est très gênant. Et puis après, il faut être attentif, et voir quel est l'impact. Un enfant qui, malgré son travail, a des résultats décevants, et que c'est dans toutes les matières, ou que c'est très fluctuant, d'un moment à un autre, etc., qu'on le remarque dans d'autres activités de la vie quotidienne et pas seulement les matières académiques, là, on peut s'interroger et c'est pas la peine d'attendre. À ce D'accord. moment-là, il faut solliciter À un partir, professionnel. concrètement, même en maternelle où on attend quand même le CP, puisqu'on se dit que c'est là où on considère que l'enfant peut rester attentif, Moi, je dirais que oui, il faut pas non plus alerter tout le monde trop tôt, hein, parce que d'abord, en fait, on n'aura pas de solution. oui, c'est ça, c'est ce Hein. que j'allais dire et de Euh, toute façon, ça va être, et voilà. ouais. Donc, il faut changer un peu le contexte. Là aussi, le travail de l'enseignant, il est capital. Il faut changer le contexte de temps en temps. Il faut faire des ruptures. Il faut faire des périodes plus courtes. Il faut prévoir avec cet enfant-là des moments de respiration, mais qui sont prévus. Pas des choses, en fait, qui sont au coup par coup. On voit que l'enfant décroche et boum, on propose en fait une pause. Il faut dire cet enfant-là, sur l'heure de cours, eh bien quelque part, on va ménager deux, trois pauses qui Mmh, permettra à l'enfant d'aller respirer, de faire un tour dans le couloir de l'école et de revenir dans des meilleures dispositions. disposition. J'allais vous poser la question justement des conseils concrets, en classe. Donc c'est non seulement, autant que possible lui proposer des temps de pause, mais pas, comme vous le dites, par surprise. En fait, l'informer finalement en début de séquence de, comment cette séquence va se passer, Tout à fait. cette séquence pédagogique. Là, on va faire ci, ensuite il y aura un exercice d'application, là tu pourras faire une pause et cetera. Ça, c'est une bonne pratique. Alors, il est vrai que ce que vous décrivez est la bonne pratique principale pour mener un cours. C'est d'abord de dire à toute la classe quel est l'objectif, donner le plan du cours, faire un rituel d'entrée, prévoir un rituel de sortie, faire des pauses intercalaires et que constamment au tableau soit présent le plan du cours et de dire combien de temps ça va prendre approximativement. Mmh, On aura juste, on aura faux, mais ça sera vraiment l'objet de la routine de fin de classe, de dire à temps atteint
nos buts, a-t-on fait tout ce qu'on était censé vouloir faire, etc. Ça donnera du feedback à tout le monde, hein. Mais ça, si vous voulez, ça aide tous les enfants à apprendre, c'est démontré comme étant une vraie aide à l'apprentissage, mais encore plus pour les enfants qui sont dits attentionnels, qui ont un trouble de l'attention et qui savent pas où on va, ils savent pas combien de temps ça va durer, ça Ouais. leur paraît interminable, hein. Oui, Euh, ça va les rassurer et peut-être rassurer. contribuer à les aider à rester concentrés, que de savoir jusqu'à Ça va quand. durer 10 minutes, Oui, ça va durer un quart d'heure, et que dans un d'accord, quart d'heure, j'aurai mes 2 minutes de respiration. d'accord, ok, très clair. Dans un cadre privilégié, entre guillemets, à la maison, par exemple, dans le cadre des devoirs, que ce soit un enseignant ou un parent, qu'est-ce qu'ils peuvent faire de plus? Peut-être des aménagements d'environnement, peut-être qu'est-ce qu'il y a Bien sûr, à imaginer? donc il faut en fait sanctuariser les moments, il faut que l'enfant soit prêt, on ait discuté en fait de la séquence après l'école, de comment ça va se passer. On sait que c'est souvent assez douloureux pour les parents et les enfants, ça période des devoirs, encore plus, si vous voulez, quand l'enfant a des troubles d'apprentissage. Donc une fois qu'on a bien prévenu la manière dont ça allait fonctionner, il faut créer un environnement calme, peut-être avec un fond musical si c'est plus confortable pour l'enfant qui n'aime pas être dans un silence complet. Il faut prévoir, comme ce qu'on a dit, comment ça va se passer. On va y passer une demi-heure. Et ça, j'engage vraiment tous les enseignants à noter sur Pronote ou sur Charlemagne, en tout cas sur le système de communication avec les familles, le temps nécessaire pour faire tel et tel Ah, devoir, hein. C'est-à-dire que ça va prendre 10 minutes, ça va prendre 20 minutes, ça va prendre trois quarts d'heure, etc. Que tout le monde sache que ça ne va pas se faire en 2 minutes, mais ça ne va pas se faire en 2 heures non plus. oui, Parce que si ça prend trop de temps, c'est qu'il y a un problème sous-jacent. c'est un Il bon peut être un point. problème d'attention. Et à ce moment-là, c'est peu rentable, on y passe beaucoup de temps, on relance l'enfant en permanence, et là, on se rend compte, si vous voulez, qu'on piétine et qu'on ne profite pas de toute la période prévue. Donc ça, c'est encore une alerte. Mais donc, organiser l'espace, se donner en fait un plan, avoir un timer, permettre à l'enfant de savoir où on en est et ménager des pauses a priori, ça peut être en fait très, très pertinent. Plein de pistes, On dit d'accord. qu'au collège, il ne faut pas prévoir plus de 25 minutes en fait d'un Mm, seul coup, 25 d'accord, minutes, 5 minutes, 25 minutes, 5 minutes. d'accord, Et je pense que si vous un voulez, au bon indice. collège maintenant, plus une heure et demie, plus d'une heure de devoir, ça fait beaucoup quand Oui. même, hein. Mm, C'est pas la même chose au lycée, où à mm. ce moment-là, il y a un engagement personnel supplémentaire. On a reçu une nouvelle question qui est: que peut-on faire pour agir sur les troubles de l'attention pour les ados et les adultes? Et la personne pose la question du yoga, des jeux vidéo. Est-ce que ce sont des choses qui peuvent aider, je suppose, à canaliser son attention, ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui seraient utiles? Donc, si vous voulez, la plupart du temps, les aides sont comportementales, contexte de routinisation, de permettre en fait aux jeunes finalement de faire malgré, en dépit d'eux, hein. Parce qu'évidemment, vous avez une stratégie là aussi qui peut être très pertinente. Si le trouble a un impact très fonctionnel intense, c'est évidemment la voie médicamenteuse. Quand l'indication est bonne, Mmh. hein, quand le diagnostic a été correctement posé, la stratégie consistant en fait à avoir un complément basé sur une médication type méthylphénidate peut faire vraiment la différence. Pas seul, souvent en fait, là aussi, il peut y avoir des thérapies cognitives et comportementales, individuelles et collectives, comme les PEHP, l'entraînement aux habiletés parentales, qui peuvent aider finalement cet enfant-là et la famille. Donc je dirais que quelque part, vous avez ces aménagements qui peuvent être pertinents. Maintenant, les jeux ou les logiciels, aucun d'entre eux n'ont démontré leur impact. Parce que la plupart du temps, ils entraînent les jeunes à un certain nombre de comportements attentionnels, mais qui ne se généralisent pas, puisque ça va progresser dans cette tâche-là, mais ça ne Ça va pas progressera être pas forcément transféré à transféré d'autres contextes. exactement et D'accord. à d'autres Pour tâches. l'attention en tout cas, Exactement. Donc d'accord. l'enfant deviendra en fait très compétent ou très efficace au fond. Hors de ce jeu-là, ça va pas se généraliser, et donc véritablement, la meilleure stratégie, c'est de transformer le contexte pour que l'enfant, ou le jeune soit plus disponible, de créer des ruptures. Quelque chose qui peut marcher aussi, c'est de créer de la variété, hein, que l'enfant soit pas tout le temps assis à son bureau au même endroit, tout le temps. On peut Lui permettre travailler de bouger, ouais. il peut travailler debout, Mmh. il peut travailler à l'oral, il peut travailler sur la table de la cuisine, il peut Mmh mh. travailler au salon, il peut travailler dans sa chambre, ça dépend de l'espace des familles, mais quelque part, on peut aussi modifier le contexte pour qu'il y ait une sorte voilà, de regain d'intérêt, hein, D'accord. et que ce ne soit pas dans une routine ennuyeuse. OK.
Très clair. Bah, je vois que le moment, arrive de terminer ce live. Donc, déjà, merci à vous, Hervé Glatel d'avoir répondu, à nos questions, les miennes et les vôtres. Merci à vous d'avoir, écouté, ce live jusqu'au bout. Si vous êtes arrivés, en cours de route, sachez qu'un replay, va bientôt être diffusé. Merci aussi pour, vos questions. C'est très important d'avoir vos retours, vos questions. D'ailleurs, si vous voulez nous faire un commentaire sur, le live, la façon dont on le mène, n'hésitez pas à le mettre aussi, dans la conversation, ça nous sera utile. Je vous annonce, notre prochain live qui aura lieu en décembre et qui parlera de, comment apprendre à ses élèves, comment les aider à mieux apprendre, à apprendre de manière plus efficace. Donc pour, être tenu au courant de la date du rendez-vous, je vous invite à suivre notre page, LinkedIn Academia. C'est le moyen, le plus simple d'être tenu informé. Et peut-être un petit mot, pour finir, réservé, cette fois aux enseignants et équipe Academia. Vous allez recevoir, dans les prochains jours, en plus du replay, un document qui récapitule, les différents troubles et les différents troubles des apprentissages et y compris, ceux dont on n'a pas parlé, aujourd'hui. J'ai vu à un moment passer une question sur la dyscalculie, on n'a malheureusement pas eu le temps, de la traiter, mais on en parle dans ce document. Et vous allez aussi avoir accès dès lundi à un parcours sur notre plateforme, RSE Vendredi que je pense vous connaissez tous, pour compléter, vos connaissances sur le sujet. Parcours qui a été réalisé par, Sandra Jaoui, notre directrice RSE. Donc je vous dis à bientôt et puis je vous remercie, à nouveau de nous avoir suivis. À bientôt. Au revoir. Merci. Merci Marie.